souvent, ce qu'on désire, c'est effectivement qu'il y ait une unité entre l'ensemble des participants. Si on n'a pas ce projet, on a simplement des propriétés les unes à côté des autres, ce qui n'empêche pas qu'un projet se manifeste entre différentes personnes qui sont propriétaires de maisons séparées. Parfois, parce que le type de bâtiment s'y prête, parce qu'on désire le faire, soit parce que le type de bâtiment l'impose, c'est un même bâtiment qu'on va diviser, soit parce que ce sont des maisons individuelles mais on veut des parties communes, on peut déjà recourir à un vieil instrument très connu qui est la copropriété. Ça, c'est vraiment les modèles civilistes anciens de la propriété. Ça, tout le monde connaît, papa et maman connaissaient, les banquiers connaissaient, on prenait des hypothèques, on est propriétaire tout seul, ça va bien. Mais souvent, ce qu'on veut, c'est plus que ça. Ce qu'on veut, c'est plus ou moins contrôler les entrées et les sorties. C'est qu'on veut choisir des gens au début, mais encore après, qui conviennent à un projet qu'on définit, qui est parfois particulier. On veut régler les entrées et les sorties. D'un autre côté, parfois, on veut maintenir une unité du site. On ne veut pas que quelqu'un puisse revendre à n'importe qui et change la nature du site, spécialement quand les immeubles sont très intégrés les uns dans les autres. Imaginons qu'on transforme cette grange en habitat groupé avec 5 logements ou 4 logements, peu importe. On n'a pas envie que demain matin, il y ait un dancing là derrière. Ce n'est pas ce qu'on a envie. Donc on veut contrôler également le site. Et enfin, on veut quand même un endroit, un lieu où on discute d'autre chose que de la propriété. Dans une copropriété, une assemblée générale, on y discute de ce qui concerne la propriété. Souvent, les gens disent, moi je voudrais qu'on y discute d'autres choses, qu'on discute de la vie commune, des activités communes. C'est comme ça que sont nés les habitats groupés, où il y avait une structure, par exemple les sociétés coopératives qui ont été utilisées pour maintenir à la fois l'unité du site, une seule société était propriétaire du bâtiment, de l'ensemble du bâtiment, à la fois pour régler les entrées et les sorties, par la gestion, l'exclusion de quelqu'un dans la coopérative ou l'entrée de quelqu'un dans le capital de la coopérative, et également pour avoir un lieu où on faisait d'autres choses que simplement habiter en commun. Cependant, l'inconvénient d'une société coopérative, c'est qu'elle est soumise à l'impôt des sociétés. Là, je mets ma casquette de fiscaliste. Et la fiscalité des sociétés, c'est quelque chose qui n'est pas adéquat par rapport à la structure d'habitat groupé, naturellement adéquat. On peut essayer de le rendre adéquat, mais c'est toujours compliqué parce que ce n'est pas fait naturellement pour ça. C'est quoi les problèmes en 2 minutes? Vous poserez des questions après si vous avez des préoccupations. C'est que si la société est propriétaire d'un bâtiment, qu'elle a acheté ce bâtiment 100 euros, 100 000 euros, 100 millions d'euros comme on veut, et qu'elle le revend un certain nombre d'années plus tard plus cher, la différence entre les deux, ce qu'on appelle une plus-value, va être taxable à 33%. C'est quand même cher. Alors que c'est à 0% en personne physique. Et que d'un autre côté, deuxième inconvénient fiscal, c'est que la personne qui habite ce bien gratuitement, alors qu'elle l'a peut-être financé, elle a apporté à la société coopérative de quoi le financer, mais elle habite le bien qui ne lui appartient pas, puisqu'il appartient à la coopérative, eh bien à ce moment-là, la personne peut avoir un avantage. Elle a un avantage qui peut être taxable. On va considérer que c'est une sorte de salaire, je fais chaque fois un peu simple, on peut creuser après sur le plan technique, ce qu'on appelle un avantage en nature, ou un avantage bénévole, c'est-à-dire que la société donne quelque chose de gratuit à quelqu'un. Et dans les deux cas, ça génère un impôt. Donc c'est difficile à manipuler. C'est comme ça qu'est née une troisième génération de situation, qui est de dire on peut essayer de réconcilier les deux premiers. Ça veut dire qu'on peut faire qu'il y ait un droit de propriété individuelle, tout en ayant une société, une structure commune. C'est comme ça qu'on a réfléchi à ce qu'on appelle les droits démembrés. Ça veut dire on va vous donner sur votre maison un droit réel, un droit immobilier, par exemple un droit de superficie, un droit d'amphithéose, un droit qui est temporaire. Vous allez être temporairement propriétaire de votre maison. Enfin, on est tous propriétaires temporaires de sa maison. On finit toujours par la vendre un jour ou l'autre. Donc, c'est une notion qui est relative. Ça n'est pas véritablement différent du droit de propriété classique. Et la société commune, la structure commune, par exemple la coopérative, reste propriétaire de ce qui reste. Si j'ai un terrain et un bâti, le bâti, ce serait le droit démembré, le terrain, ce serait ce qu'on appelle le tréfonds, c'est-à-dire ce qui reste après qu'on ait séparé le bâti. Eh bien, la personne est propriétaire du bâti, la société est propriétaire du tréfonds. On a plus ou moins la même chose que dans la société coopérative, on a mieux, puisque la personne physique est personnellement propriétaire de sa maison. Donc si elle la revend, on pourrait espérer, on va creuser ça après, qu'il n'y ait pas de plus-value, qu'elle puisse hypothéquer. Parce que ce que j'ai oublié de dire, et je le dis maintenant, c'est que dans la société coopérative, c'est difficile d'hypothéquer. C'est presque impossible d'hypothéquer en fait, puisque ce n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas hypothéquer quelque chose qui ne vous appartient pas pour
je dirais, permettre à une société de devenir propriétaire de quelque chose. Et c'est là qu'intervient la Fondation. La réflexion que Pierre-Yves et moi on a menée depuis quelques années, je ne sais pas combien de temps on se connaît, mais je ne sais pas, 7-8 ans, enfin il faut demander à cause de lui, c'est qu'il peut exister un outil mieux que la société coopérative, qui est la Fondation. Parce que la Fondation, sur le plan fiscal, je disais tantôt que l'inconvénient de la coopérative, c'est qu'elle était taxée à l'impôt des sociétés. La Fondation n'est pas taxée à l'impôt des sociétés naturellement. Donc une société coopérative est naturellement taxée à l'impôt des sociétés, on peut essayer d'y échapper. Une fondation est naturellement soumise à ce qu'on appelle l'impôt des personnes morales, qui est l'impôt de l'État en fait, hein, qui est l'impôt applicable au pouvoir public, qui est un impôt très différent, qui n'entraîne pas, pour faire court, on verra après dans le détail, de taxation par rapport à notre projet. Il y a des taxations, mais pas par rapport à ce dont on parle. Et cette fondation est également très intéressante parce qu'elle n'est pas, donc ça je vais passer la parole à Pierre-Yves après, elle n'est pas possédable, propriété de quelqu'un. Elle est gérée par des gens, mais elle n'appartient pas au sens strict du mot à quelqu'un. Donc elle est un outil de régulation du sol, un outil de vie commune, un outil de projet, ce que j'ai dit tantôt, tout en n'ayant pas cet inconvénient d'être, je dirais, soumise à l'impôt des sociétés. C'est ce qu'on va creuser dans l'exposé. Avant de recéder la parole à Pierre-Yves sur la fondation et les droits démembrés, encore deux choses, c'est que est né à partir il y a à peu près 10-15 ans, à peu près, un mouvement qui consiste à constater que pour beaucoup de gens dans la vie courante, se loger devient un problème. Et que le prix du logement ne cesse d'augmenter. C'est normal, puisque en Wallonie encore aujourd'hui, dans les 20 ans qui viennent, il faut créer 200 000 logements si on veut répondre à la démographie d'un côté, à la division des familles d'un autre côté, et je dirais à la modification sociologique de la population. Donc c'est la pression de la demande, il n'y a pas assez d'offres de logements par rapport à la demande qui fait monter les prix, 10% par an en moyenne dans certaines zones depuis 10 ans. Donc c'est beaucoup. Et les jeunes savent plus se loger. Donc depuis une bonne dizaine d'années, est né un mouvement qui consiste à dire est-ce que l'habitat groupé bien structuré n'est pas un moyen de diminuer le coût? Bah, évidemment, si je prends une grange et que je la divise en appartements, en morceaux, je vais baisser mon coût, nécessairement. Ça, c'est déjà la première forme d'habitat groupé, je dirais presque privé, dans lequel on se met à 10, on divise à 10 le coût de rénovation de cette grange, on a diminué le coût que si je le fais tout seul, rien que pour moi, c'est évident. Bon. Mais est née aussi l'idée que, et ça c'est né aux États-Unis, et c'est ça le thème des Community Land Trust, que peut-être il fallait que les pouvoirs publics facilitent ça, aident ça, accompagnent ça, de différentes manières. Par exemple, comme aux États-Unis, en mettant à disposition le terrain. Ce serait elle qui, cette fois-ci, viendrait mettre à disposition le terrain. Et c'est sur ce thème qu'on réabordera tantôt qu'est née effectivement l'idée que l'outil pour réaliser un Community Land Trust, pour réaliser ce modèle-là, ça pouvait être aussi la fondation. Donc voilà la fondation, j'ai fini mon introduction, placée au cœur du débat. Est-ce qu'elle est un outil de réalisation d'habitat groupé privé? Donc je veux dire, 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, peu importe, et envie de mener en commun une transformation, une construction, les deux sont possibles, d'un habitat dont elles ont envie de partager dans un cadre global la gestion. Est-ce que la fondation est adéquate par rapport à d'autres formules? C'est la première question qu'on va aborder. Est-ce que dans le phénomène des communautés land trusts et dans le phénomène où les pouvoirs publics veulent jouer un rôle, c'est également une formule intéressante? On fera état de plusieurs expériences. Un certain nombre de gens sont dans la salle, donc ce ne sera pas trop difficile. Donc il y a des expériences sur ce type de projet-là, et les pouvoirs publics ont désormais pris le mort aux dents, je dirais un peu tard, mais ils l'ont fait, puisque à Bruxelles, il y a des subsides qui sont faits pour construire des logements de cette nature, 2 projets essentiellement à Bruxelles, et qu'en Wallonie, le gouvernement wallon a débloqué des sommes relativement importantes, enfin, tout est relatif toujours, mais relativement importantes, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ancrage communal, qui est donc les plans de construction des logements publics, pas nécessairement sociaux, ils sont publics, en disant à des communes, vous pouvez construire des logements sur des terrains qui vous appartiennent ou qui appartiennent à des pouvoirs publics dans un modèle Community Land Trust. Voilà donc le sujet de la fondation. Tout le monde a donc bien compris, parce que l'introduction de Yves permettait de finalement dessiner le paysage qui est autour de nous, mais tout le monde a bien compris qu'en termes d'organisation juridique, on avait donc
des différences importantes, et je résume très très brièvement ce qui a été bien expliqué. Donc soit un système de copropriété forcée où il y a des parties communes qui appartiennent aux copropriétaires en indivision, si vous voulez, et des lots privatifs dont ils sont propriétaires exclusifs, comme vous quand vous êtes propriétaire d'un appartement. Puis une deuxième structure juridique pour laquelle Yves a également expliqué qu'elle posait de nombreux problèmes techniques, à la fois fiscaux et à la fois d'accès à du crédit, qui est des structures totalement intégrées qui consistent à dire je mets la totalité de l'habitat dans une seule et même structure juridique qui généralement est une coopérative mais qui peut être un autre type de structure. Et puis une troisième organisation juridique qui est celle que nous proposons actuellement, mais pour lequel il y a également des tas de variantes qui consistent en réalité à scinder la propriété du terrain et à loger la propriété du terrain dans une structure juridique dotée de la personnalité juridique, donc avec un patrimoine différent de celui des individus qui sont propriétaires sur le site qu'on appelle une fondation, et une propriété privative qui est, elle, dans les mains des différentes personnes physiques, donc de nous, quand on est sur le site. Ça, c'est les trois grands types d'organisation. Maintenant, il faut vous parler évidemment de la fondation en tant que telle, mais il faut aussi comprendre que cette fondation, on peut l'utiliser pour plein de choses dans le contexte d'un habitat groupé. Pourquoi? Parce que Yves vient vous parler du modèle du CLT, c'est-à-dire de cette propriété finalement dissociée entre le terrain d'une part et les constructions de l'autre, mais on peut aussi utiliser la fondation pour aller à la rencontre, je vais dire, d'un habitat groupé traditionnel, de type copropriété forcée, où simplement les copropriétaires rêvent pour certaines de leurs parties communes de pouvoir voter parfaitement sur pied d'égalité. Alors qu'avec la loi sur la copropriété forcée, ils sont gênés aux entournures parce que le droit de vote, il est déterminé par la valeur de chacun des lots privatifs, et que qui dit détermination du droit de vote sur base de la valeur des lots privatifs fait que, à moins qu'on ait exactement les mêmes maisons pour tout le monde ou les mêmes appartements pour tout le monde, ils n'ont a priori pas la même valorisation. Et donc on se retrouve avec quelque part une divergence entre la loi sur la copropriété forcée qui résonne dans une logique qui est économique. Je vote en fonction des quotités qui sont attachées à mon lot, à mon appartement, à ma maison. Or, les quotités sont déterminées en fonction de la valeur économique de ce lot, et donc forcément, je vais avoir des déséquilibres. Et quand je veux aller à la rencontre de ce problème, le seul moyen, c'est de dire, voilà, pour telle partie commune, imaginons que nous ayons un grand habitat groupé, pour reprendre l'exemple de Yves tout à l'heure, autour de la grange, et que notre grange soit une partie commune. Si on veut pouvoir tous voter sur pied d'égalité quand il s'agira de décider de l'aménagement d'une partie complémentaire de la grange, si on veut qu'il y ait pas de différence entre nous, il faut alors intégrer cette grange dans une structure juridique à part entière, et ça pourrait effectivement, par exemple, être une fondation. Donc la fondation, pour le dire en d'autres termes, elle n'est pas que l'apanage d'un habitat groupé de type CLT stricto sensu. On l'utilise aussi aujourd'hui dans le cadre d'habitat groupé plus traditionnel, si je puis dire, ou moins intégré que ne le serait un CLT. Alors, on a parlé de fondation, on a cité plein de fois le mot, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. Alors, quand on veut choquer les gens, et j'avoue que je le fais, mais pas méchamment, juste pour attirer l'attention des clients quand ils ont une trotte de concepts juridiques dans la vue et que je sens qu'ils commencent à décrocher, je leur dis la fondation est une structure de type oligarchique. Et alors là, dans le monde de l'habitat groupé, une structure de type oligarchique, c'est à l'antipode des idées qu'on a derrière. En général, les gens réagissent en disant non, moi je ne veux pas rentrer dans une structure comme ça. Si, je vais vous expliquer que l'oligarchie, dans certains cas, elle peut être positive. En d'autres termes, une fondation n'est pas une structure de type démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde, c'est dans la salle parce qu'on vit avec ce qu'est une ASBL.
Dans le cadre d'une ASBL, il y a une assemblée générale avec des membres effectifs, des membres adhérents, des membres sympathisants, qui est un organe démocratique et qui désigne un conseil d'administration, c'est-à-dire que les administrateurs doivent retourner régulièrement devant l'Assemblée générale pour poursuivre leur mandat ou au contraire rendre compte de leur mandat. Bon. C'est donc à la fois un pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement qui est l'Assemblée générale, et un pouvoir exécutif, le conseil d'administration qui prend, comme le gouvernement, des décisions dans l'opérationnalité. Dans le cadre de la Fondation, il n'y a pas deux institutions, il n'y en a qu'une seule, qui est le conseil d'administration. Par contre, la Fondation a un point commun qui est fondamental avec la ASBL, c'est que cette fois-ci, même si c'est une structure oligarchique parce que tout le pouvoir est a priori concentré, en tout cas en vertu de la loi, dans le cadre d'une institution qui est le conseil d'administration, elle a un point commun avec la ASBL qui est fondamental, c'est qu'elle raisonne et elle ne peut travailler que dans une logique qui est purement désintéressée. Et la loi va même plus loin. Si on lit la loi sur les ASBL et les fondations, c'est la même loi, la fameuse loi de 1921 qui a été réformée en 2002. Cette loi, à l'article 27, définit donc la notion de fondation et elle dit qu'elle ne peut pas provoquer un gain matériel au bénéfice de ses membres, sauf si ça rejoint le but social désintéressé pour lequel elle a été créée. Et donc, ce qui est fondamental, c'est qu'on a donc une structure juridique dotée de la personnalité juridique, avec donc un patrimoine à part entière, mais qui n'est géré que par un conseil d'administration, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce double système institutionnel. Ça, c'est le principe de base de la fondation privée. Deuxième élément tout à fait fondamental, elle a, comme Maître Brulard, comme Yves l'a très bien dit tout à l'heure, sur le plan fiscal, elle bénéficie d'un a priori très positif du législateur, puisque pour autant qu'elle ne fasse pas de bêtises, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas autre chose que du désintéressé et qu'elle n'utilise, pour le dire les choses clairement, qu'on n'utilise pas ce véhicule pour le détourner de sa finalité et commencer à mettre en place une méthodologie et des actes typiquement commerciaux, ben, a priori, elle bénéficie d'un taux de taxation qui est d'un régime de taxation, c'est même plus qu'un taux, qui est extrêmement sympathique, puisque comme Yves l'a bien dit, elle est taxée comme une personne de droit public, c'est-à-dire comme l'État. En d'autres termes, elle n'est pas taxée sur l'ensemble des opérations qu'elle fait. Elle n'est pas taxée sur l'ensemble de ses revenus. Il n'y a que certaines opérations très très spécifiques dont l'État dit « Ok, ça c'est vraiment trop, entre guillemets, évident qu'il y a un revenu qui est généré et ça, ponctuellement, je vais le taxer. » Mais globalement, elle n'a donc pas des revenus professionnels comme là, par exemple, une société. Alors, si vous conjuguez ces deux éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez à la fois une structure extrêmement efficace dans sa gestion parce qu'elle est dans les mains d'un conseil d'administration, c'est-à-dire de personnes qui sont directement impliquées dans l'opérationnel quotidien, et vous avez en même temps une structure qui bénéficie d'un régime de taxation qui est pour le moins sympathique. Et donc vous avez un instrument qui est horriblement efficace, mais on aura tous compris que c'était un oxymore, donc qui est terriblement efficace pour pouvoir servir une cause qui est désintéressée. Alors, je propose peut-être de repasser quelques instants à nouveau la parole à Maître Brulard. Je me disais que peut-être tu pouvais parler de l'aspect fiscal un petit peu et puis on reviendra sur les questions de droit civique. Alors l'aspect fiscal, il faut le voir de manière d'abord positive sur le plan réel. C'est quoi le but? Le but, c'est que l'habitat groupé coûte moins cher qu'une accessibilité. Je veux dire, c'est ça ce qu'on recherche. On ne recherche pas l'avantage fiscal pour l'avantage fiscal. On cherche d'abord qu'il n'y ait pas d'inconvénient fiscal. C'est-à-dire que quand on est dans une coopérative, il y a un inconvénient, c'est 33%. Dans une fondation, on va chercher qu'il n'y ait pas d'inconvénient ou qu'il y ait un avantage. Il faut bien comprendre pour diminuer le coût. Alors comment va-t-on diminuer le coût? Tout d'abord, il faut comprendre que les montants qui vont transiter, je vais expliquer comment ça va fonctionner après, les montants qui vont transiter entre la fondation et l'habitant
pour payer des droits démembrés ou des loyers, donc pour payer un droit d'amphithéose ou pour payer un loyer, ne vont pas être taxés dans le chef de la société. Alors que justement dans la société coopérative, ça va être taxé. Donc si par exemple, on va essayer d'être pratique, c'est la fiscalité, il faut être pratique pour bien comprendre. J'ai une société, une fondation, par exemple celle de Gemat, une fondation, qui va acquérir un bâtiment et qui ensuite va le transformer. Pour faire ça, elle va concéder à Fabien, par exemple, le lot B2, enfin, ou B1, comme vous voulez, ça revient au B. Et dans ce lot, il va faire des transformations. Mais il faudra bien avoir commencé par acheter le bâtiment. Donc il faut dépenser 100 pour acheter le bâtiment. La fondation va avoir un emprunt auprès de la banque pour financer l'achat du bâtiment. Ensuite, la fondation va donner un droit démembré, on va en reparler sur le plan civil, à Fabien, qui va lui-même dépenser peut-être 100 pour l'aménager. Vous comprenez bien la logique? Lui, il doit financer 100 pour transformer l'appartement B2, dans le cas d'espèce une construction, mais on en reviendra après. Mais ça pourrait être une rénovation. Pour rénover l'appartement B2, il a besoin de 100 000, mais il doit aussi payer, enfin la fondation a dû avoir un prêt d'un million, donc 100 000 pour sa part par exemple, pour acheter le bâtiment. Eh bien, pour rembourser, quand il va avoir ce droit d'amphithéose, ce droit de superficie sur l'appartement B2, il va verser des sommes qui vont servir à quoi? Qui vont servir à rembourser l'emprunt. C'est assez normal qu'à la fin, les X personnes qui forment le projet de Gemap ou de ailleurs, peu importe, finissent par rembourser la valeur de l'immeuble. C'est pas parce qu'on va faire une fondation que les sous vont tomber du ciel et qu'on va pouvoir acheter le bâtiment. Il faudra quand même bien trouver les sous pour l'acheter. Hein. Je vois madame qui hoche de la tête, on connaît le dossier, mais il a fallu acheter le bâtiment. Voilà, si on achète le bâtiment, il faut bien qu'il soit remboursé. Il va être remboursé comment? Par un flux financier. Ce flux financier, il n'est pas taxé. Donc ça, c'est le grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de taxation sur ce flux. Évidemment, quand Fabien va s'en aller, parce que, je sais pas, il va changer d'employeur, parce que, c'est pas son cas parce qu'il est jeune et beau, mais il va mourir, ou c'est pas son cas, mais parce qu'il va divorcer, ou c'est pas son cas parce qu'ils vont se disputer, peu importe. Je veux dire, ça arrive dans la vie. Celui qui croit que ces choses n'arrivent pas, il se trompe. Toutes ces choses finissent par arriver. Et c'est justement parce qu'on ne les a pas prévues que lorsqu'elles commencent à arriver, surtout la succession, on panique, parce qu'on se dit, zut, j'ai pas pensé pour mes enfants, comment je vais faire? Donc les habitats groupés que nous connaissons, qui ont été formés parfois il y a 20 ou 30 ans, on n'a pas raisonné à cette question de la succession, et c'est évidemment pas un drame, il ne faut pas exagérer, mais c'est une véritable angoisse pour les gens. Je suis coincé dans un modèle dans lequel je ne sais rien donner à mes enfants, parce que je suis propriétaire de part d'une société, mais je ne sais pas sortir. Donc il faut pouvoir sortir. Donc sortir, ça veut dire quoi? C'est que Fabien devrait me revendre à moi, par exemple, qui veut rentrer dans son projet, le système. Dans un système classique de société coopérative, même chose. Si je rachète le bien qui appartient à la coopérative, je paye 33% d'impôt. Dans le système d'une fondation, la fondation va me dire, ben, Yves Brulard, tu veux rentrer, c'est très bien, rentre dans la fondation, on va repayer à Fabien une indemnité de sortie, celle qu'il a mis en réalité. Le droit va revenir à la fondation, et ce mouvement financier-là non plus n'est pas taxé. Donc tous les flux financiers entre la fondation et l'habitant qui a un droit démembré ne sont pas taxés. Ce qui est très différent de la société coopérative. Première caractéristique. Deuxième caractéristique que va permettre la fondation, parce qu'elle va créer des droits démembrés, c'est que lorsque Fabien a acquis son premier droit, l'appartement B2, ou lorsque le droit revient et que l'on le reconcède, les droits d'enregistrement sont beaucoup plus petits. Ils étaient à 0,20% jusqu'il n'y a pas longtemps, ils sont passés à 2% en général, il est probable qu'il reste à 0,2% pour la fondation, puisque la loi qui vient de changer le taux de 0,2 à 2% dit qu'on reste à 0,2 pour les ASBL. Elle ne dit pas que c'est pour les fondations. Enfin, les juristes, je vous fais la version courte et je ne vous donne pas l'explication intellectuelle juridique, c'est l'article 11 de la Constitution, c'est l'égalité des situations devant la loi. Il est probable qu'on finisse par dire que les fondations sont dans la même situation qu'une ASBL et que c'est 0,2. Enfin, que ce soit 0,2 ou 2, c'est toujours beaucoup moins que 12,5. Donc les mutations ultérieures de ce droit sont beaucoup plus petites. Donc voilà un peu globalement rappelé le régime de la fondation avec deux autres caractéristiires. Intéressante, mais négative, mais intéressante. Négative, c'est que si Fabien a reçu son droit d'amphithéose, sur lequel donc il a reçu une partie d'intérêt en amphithéose, il a construit sa maison, ou une partie d'un bâtiment, il a construit sa maison, ou une partie d'un bâtiment qu'il a rénové, un droit d'amphithéose, et qu'il veut me le vendre, il pourrait être tenté pour spéculer
de venir trouver notre ami en disant « Brûlard, il donne 200 000, peu importe, tu m'en donnerais pas 350, sauf que lui, il n'est pas du tout dans votre projet et qu'il a plutôt envie d'embêter le monde. » Parce que, voilà, prenons cette hypothèse. Mais ça ne marche pas, justement. Parce qu'en vertu d'un article du Code des impôts, peu importe lequel, c'est taxable à l'impôt des personnes physiques, cette mutation. C'est-à-dire que si Fabien vend à notre ami pour 300 000 € le bien, Fabien va être taxé à 50% sur 300 000 €. Donc il ne va jamais faire cette opération. Donc cet inconvénient qui existe dans la loi fiscale devient un avantage, puisqu'il est impossible de faire des transactions entre deux personnes de manière spéculative. Ça passe nécessairement dans les relations entre Fabien et la fondation et celui que la fondation choisit. Lui, il n'est pas sympathique, c'est très sympathique, c'est pas ça, mais pour mon exemple, il n'est pas sympathique, mais son voisin est très sympathique. Lui, il rentre dans le projet, il a la bonne... Enfin, ok, moi, fondation, c'est-à-dire vous, habitants, vous allez décider à qui vous allez réattribuer le droit. C'est bien ce que je disais tantôt, c'est la régulation des entrées et des sorties. La mécanique empêche d'avoir un modèle spéculatif. Enfin, on peut, mais ça coûte 50% sur le prix. Donc, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont prêts à abandonner 50% sur le prix. Ça veut dire que l'immeuble vaut au moins 2 fois plus que dans l'autre cas, hein, parce que pour avoir la même somme, il faut déjà payer 50% d'impôt. Le deuxième avantage, je dirais, de la fondation, c'est que l'ensemble de ces flux-là, un des flux en tout cas n'est pas possible, c'est la fondation qui achèterait un terrain et qui revendrait ce terrain. Donc là, on parle bien d'un terrain, on ne parle plus d'un droit d'amphithéose, qui achèterait un terrain et qui revendrait ce terrain, ou qui achèterait un bâti ou qui revendrait ce bâti dans un but spéculatif. Cette opération-là, et le but spéculatif, c'est une question de durée. Donc on va dire, si tu achètes un terrain et que tu revends le terrain, si tu achètes une maison et que tu revends la maison dans un certain délai, là, il y aura une taxation. Et donc, en fait, la fondation, elle est faite pour garder la propriété dans son ensemble. Donc ces deux inconvénients-là de la fiscalité sont en fait deux inconvénients qui sont des avantages pour les projets que l'on mène. Donc voilà le régime global, on peut creuser après sur une série de détails, mais c'est l'esprit général qui donne à la fondation, pour finir, un avantage que l'on peut parfois, dans certains projets, dans vos questions on le verra, en tout cas dans certains projets d'habitat, permettre une TVA à des taux réduits. La TVA, ça n'a rien à voir avec la fondation, ça dépend du projet qu'on mène. Quand on mène un projet social, parce qu'on va y abriter par exemple des personnes soit handicapées, soit qui appartiennent à des catégories sociales bien déterminées, soit parce qu'on est dans le logement public, qui rentre dans la politique publique du logement, pas non plus que le logement social, on peut avoir des TVA plus petites, des TVA de 6%, y compris sur des opérations où d'habitude on est à 21%. Alors tout ça mis ensemble, c'est un système qui permet d'abaisser le coût du logement, puisqu'on évite les droits d'enregistrement de manière récurrente. Attention, vous comprenez bien que les droits d'enregistrement au début d'une acquisition, 12,5 plus les frais de notaire, comme on dit, hein, c'est-à-dire le coût du notaire, les frais des hypothèques, ce coût-là, à l'introduction, si vous le répercutez sur la durée de votre opération, ça représente plus que 12,5 au total sur le coût de l'opération. Donc ces avantages fiscaux-là diminuent le coût d'acquisition. Vous avez donc compris que, fiscalement parlant, l'outil était magnifique. Maintenant, comment peut-on l'utiliser sur le plan civil et concrètement, en fonction des deux hypothèses que je vais tracer maintenant, que donne l'application des principes fiscaux que finalement Maître Brûlard vient d'énoncer? Alors, il y a deux grandes hypothèses, si je puis dire, dans lesquelles on pourrait utiliser une fondation dans le contexte, on va dire, général d'un habitat solidaire. Première hypothèse classique, on va utiliser la fondation pour acquérir la pleine propriété de parties communes. Je reviens avec mon exemple de la grange de tout à l'heure et je dis voilà, je tiens à ce que tous les copropriétaires soient sur pied d'égalité et en même temps j'accepte, parce que je rappelle qu'une fondation doit avoir une finalité désintéressée. Et donc, qui dit finalité désintéressée, dit une certaine ouverture vers l'extérieur. Hein. Ça ne peut pas être un instrument que pour les intérêts égoïstes, si je puis dire, des copropriétaires. Hein. Ça, c'est le prix aussi du recours à la fondation. C'est l'idée d'une ouverture vers le monde et pas l'inverse. Bon,
Je peux utiliser la fondation. Que va-t-il se passer? Au moment où je vais acquérir le site pour développer l'habitat groupé, soit ce sera un site bâti et je vais payer 12,5% sur les constructions, ou 21 si c'est un bâtiment neuf parce que c'est un régime de TVA, mais enfin je mets ça de côté, donc en général c'est 12,5%. Et donc le fait d'avoir une fondation, si vous voulez, le fait de recourir à la fondation pour l'achat de certaines parties communes ne va pas permettre, dans cette hypothèse particulière-là, de bénéficier d'un taux de taxation plus limité au niveau de l'acquisition. Mais par contre, le fait d'avoir logé certaines parties communes comme ma grange dans le cadre de la fondation m'aura permis de bénéficier finalement d'une structure juridique qui sera plus adéquate pour atteindre mon objectif égalitaire en ce qui concerne la possession des parties communes. Ça, c'est la première hypothèse. Quelles sont les difficultés que je vais rencontrer dans ce cas de figure-là? Ils sont de deux ordres. Ils sont de deux ordres. Pourquoi? Parce que, un, ça supposera que les parties communes qui vont être acquises par le canal de cette fondation soient des parties communes qui soient dès l'aube du projet, c'est-à-dire dès le moment où on acquiert le site, clairement identifiées pour être logées dans un lot distinct des différents lots privatifs des copropriétaires. Il faudra donc qu'on ait identifié le lot en question et qu'on l'ait valorisé pour qu'on sache ce qu'on va devoir donner à la fondation pour acheter. Mais on aura un deuxième problème. J'ai vu Madame Muens tout à l'heure, je sais qu'elle est dans la salle. C'est tout le problème dans la pratique du financement. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand mes jeunes acquéreurs, parfois moins jeunes acquéreurs dans les projets d'habitat groupé, se lancent dans un projet, mais le nerf de la guerre, c'est évidemment de détenir les fonds qui vont permettre le financement de leur achat. Et à partir du moment où j'ai logé une partie de la valeur immobilière, c'est-à-dire que j'ai mis ma grange dans une fondation, il n'est plus dans le patrimoine des personnes physiques. Ce qui veut dire en d'autres termes que soit les personnes physiques doivent avoir des fonds propres qu'elles vont, c'est-à-dire des sous de côté avant d'acheter, qu'elles vont intégrer dans le cadre de la fondation, ou elles vont devoir prêter à la fondation, mais la banque, a priori, elle va dire, attendez, moi je ne peux pas prendre hypothèque sur cette partie-là, et puis en plus c'est sorti de votre patrimoine, je ne vais pas vous faire un prêt pour vous permettre de financer une donation que vous faites à la fondation. Donc ça, c'est souvent, je caricature le propos, mais c'est souvent un des aspects délicats qui va se poser dans ce cas de figure-là. Donc il faut bien comprendre que, et en simplifiant le propos, c'est à la fois dans le cadre d'habitat groupé classique, je vais dire, un magnifique instrument parce que ça va permettre d'atteindre les aspirations égalitaires, mais en même temps, ça peut être une contrainte supplémentaire. Ce qui fait que dans la pratique, même dans le cadre de copropriété classique, on va être obligé de recourir au démembrement. Alors, on l'a déjà évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises, mais je veux être sûr que tout le monde dans la salle est bien compris, parce que dans notre tête de juriste, c'est un exercice qui est quasi quotidien, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce que ça implique. Juridiquement, tout le monde connaît Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, l'université, à cause des arrêtés d'expropriation d'origine de l'université, ne pouvait pas se défaire des terrains qu'elle avait reçus dans le cadre de l'expropriation. Et donc on lui a dit, université, tu peux devenir propriétaire, mais tu dois garder la propriété des terrains. En attendant, il y avait des tas d'hectares à disposition et il fallait développer le site de Louvain-la-Neuve. Qu'est-ce qu'on a fait? On a démembré la propriété, c'est-à-dire qu'on a dit l'université va rester propriétaire du terrain, mais on va donner un droit qui va permettre à des personnes qui sont autres que l'université de devenir propriétaires de ce qui est au-dessus ou en dessous du sol. Parce que ça va dans les deux sens, bien évidemment. Alors, quels sont ces droits? Ces droits sont essentiellement de deux types. Il y a le droit de superficie, ça c'est le droit de propriété quand je dissocie le sol et ce qui est au-dessus du sol. Et puis il y a un autre droit qui permet d'obtenir des effets qui sont quasiment identiques au droit de superficie dans le contexte d'une nouvelle construction qui est le droit d'amphithéose. Ça, c'est
Ça, ce sont les techniques de démembrement. En d'autres termes, ces deux droits que sont d'une part l'amphithéose et d'autre part le droit de superficie. Le droit d'amphithéose a une durée de vie minimum de 27 ans et une durée de vie maximum de 99 ans. Le droit de superficie a une durée de vie minimum de 0 ans et une durée de vie maximum de 50 ans. Eh bien, ces deux droits sont les deux droits que nous utilisons dans la pratique pour faire du démembrement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai introduit ces outils dans le débat? Simplement parce que si je passe à la deuxième hypothèse, donc j'ai dit première hypothèse, toute ma grange a été achetée dans le cadre, en pleine propriété, dans le cadre d'une fondation privée. Je viens à ma deuxième hypothèse. Dans ma deuxième hypothèse, je rejoins le projet de CLT de mon ami Yves. Et je dis, ok, vous allez devenir propriétaire d'appartements que l'on va aménager à l'intérieur de la grange, mais on va rester, nous, propriétaires du terrain. Et maintenant qu'on a déjà parlé de la fondation, ben, la fondation sera propriétaire du terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, forcément, je vais devoir recourir à du droit démembré. Si la fondation est propriétaire du terrain qui est en dessous de la grange et que la grange est vendue à différents acquéreurs, je dis vendue, mais c'est pour qu'on se comprenne, ben forcément, je vais craquer la propriété en deux morceaux. Et c'est là qu'on va recourir à des droits réels démembrés. Eh bien, c'est dans ce contexte-là en particulier que les trois éléments qu'a cités Yves Brulard sont fondamentaux. D'une part, le fait de payer l'occupation du sol à la fondation ou l'occupation des constructions, parce qu'il est possible que ce soit la fondation elle-même qui réalisait les constructions, va coûter beaucoup moins cher, parce que le régime de taxation sera beaucoup plus light. Ensuite, le fait d'acquérir quelque part la propriété des constructions, de nouveau, le propos est imprécis sur le plan juridique, mais c'est pour qu'on se comprenne bien, va aussi coûter moins cher parce que ce n'est plus 12,5%, mais ce sera 2 ou 0,2%, bien que malheureusement, je ne sais pas si tu as vu que l'administration vient de sortir une circulaire dans laquelle elle dit qu'une ASBL et une fondation, ce n'est pas la même chose, mais je suppose qu'il y aura des bons avocats comme toi pour aller discuter avec eux. Donc ça, c'est le problème. Et donc, ce droit qui à la fois gère les flux de paiement de l'occupation du sol ou des appartements et le flux d'achat au niveau des appartements, ces droits-là sont beaucoup moins lourdement taxés. Et l'élément supplémentaire qu'il a rajouté, c'est qu'en plus, sous l'angle de la TVA, parce que c'est une fondation qui est en dessous et qu'on est dans un projet qui a une dimension sociale, ben le taux de taxation risque d'être sensiblement plus limité. Là, vous voyez que donc dans la deuxième hypothèse où on a craqué, si je puis dire, la propriété du sous-jacent et la propriété des constructions, là, les leviers fiscaux se mettent en place et tout de suite on se dit, oh là là, quand je commence à faire l'addition, ça va coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Si je peux encore tenir le crachoir une minute? Une minute. Et puis je lui rends la parole. Là où ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, c'est qu'en fait, on va introduire sur le marché, tout le marché immobilier connaît Louvain-la-Neuve et ne se pose plus de questions. Mais le marché immobilier ne sait pas qu'il peut y avoir des petits frères et des petites sœurs de Louvain-la-Neuve un peu partout en région wallonne, à Bruxelles ou en Flandre, puisqu'il y a aussi des CLT qui se mettent en place en Flandre. Et le marché immobilier ne le sait pas, mais le marché bancaire commence à l'apprendre. Et le marché bancaire va devoir intégrer le fait que cette nouvelle organisation juridique est bankable, c'est-à-dire qu'elle est, allez, je vais utiliser un mot horrible, oui, qui est finançable ou bancarisable, c'est-à-dire qu'il y a moyen, qu'il y a un vrai marché avec ça, et que le fait d'avoir éclaté la propriété en deux légaux différents n'est pas nécessairement qui met la valeur des immeubles en dehors du marché financier. Alors, ce que je propose, c'est que je vais repasser la parole peut-être à Yves pour qu'on développe un petit peu la question de l'aspect bancaire. Et puis après, on reviendra en rajoutant peut-être des considérations complémentaires qui est, est-ce que ce système permet d'introduire un conditionnement, c'est-à-dire une conditionnalité, en d'autres termes, des critères d'accès à la propriété qui sont plus fins, qui sont plus pointu que ce qu'on peut faire dans le cadre d'une propriété classique.
Mais on va d'abord s'occuper des aspects bancaires. Deux choses à dire sur le financement. D'abord, effectivement, faire un projet immobilier, c'est toujours financé. Quand vous achetez votre maison, c'est déjà comme ça, votre maison toute seule. Il faut trouver un banquier pour le financer, parce que rarement quelqu'un va le payer en fonds propres. Le banquier, ce qu'il veut, pour être clair, c'est une garantie. C'est une garantie que votre maison ne va pas disparaître. Ça veut dire qu'il veut prendre une hypothèque pour que si vous ne payez pas, il peut vendre la maison en vente publique et récupérer son capital. Il veut une hypothèque sur un bien bien précis. Alors quand on est dans une grange comme celle-ci, il faut déjà la diviser pour que B1, B2, B3, B4, que le banquier prenne compte B1 pour monsieur, compte B2 pour monsieur, pour B3 contre monsieur. Il faudra séparer. Parce qu'il y a les aspects urbanistiques. Il faudra obtenir une autorisation urbanistique. On ne creuse pas ça maintenant, mais retenez que diviser, ce n'est pas si simple que ça. On ne fait pas ça comme ça en disant c'est bien. Il faut demander une autorisation. Mais à partir du moment où on peut prendre une hypothèque sur un bien particulier, ce qu'on a expliqué, Louvain-la-Neuve, les droits démembrés n'empêchent pas la prise d'hypothèque. Souvent, le banquier va demander évidemment que son hypothèque couvre, enfin, pas toujours, mais souvent, va demander que le banquier va demander que ça couvre également le sol. Donc il va demander à la fondation de bien vouloir être ce qu'on appelle affectant hypothécaire, de donner en garantie aussi, au cas où, le terrain. Parce que si effectivement personne ne vient racheter l'appartement, il s'agit de pouvoir le réaliser, cette fois-ci dans le circuit classique. Si on le réalise dans le circuit classique, on se trouverait dans cette grange avec l'appartement B1 qui appartient à quelqu'un d'extérieur, parce qu'il était vendu en vente publique. Donc le but de la fondation, c'est évidemment d'empêcher d'aller jusque-là. Elle va, elle, réguler les entrées et les sorties pour que s'il ne sait pas payer son prêt hypothécaire, je trouve un autre amateur qui va le substituer, qui va prendre sa place dans le modèle, de telle manière à ce qu'on n'aille pas jusqu'à la vente publique. Mais le modèle de Louvain-la-Neuve démontre clairement qu'il n'y a pas de problème de bancarisation, de financement, termes techniques. J'en parlais avec des banquiers classiques, ouvrez les guillemets, des BNP, qui disent, écoutez, à Bruxelles, on fait ça depuis bien longtemps. La plupart des immeubles, beaucoup d'immeubles de bureaux sont achetés d'après ce modèle-là. Donc ce n'est pas du tout un modèle qui est inconnu en soi, c'est simplement un modèle qui est moins connu dans le logement. Alors sur le financement, deux petites choses pour respecter les 5 minutes. La première, c'est que rien n'empêche que des gens qui ont des sous, un peu de sous, pas suffisamment de sous pour mener un projet, amènent des sous à la fondation. Et ça, on fait ça par ce qu'on appelle un certificat immobilier. C'est quoi? C'est j'ai 100 000 €, je veux bien les prêter à la fondation, ils vont être attachés par le certificat à l'immeuble, à mon immeuble ou à l'immeuble en général, et ils vont m'être remboursés au moment de la substitution de quelqu'un. Le jour où monsieur va arriver, 100 000 € va rentrer dans la fondation, on me remboursera le certificat. Le certificat, c'est donc un prêt qui n'est pas remboursable à une échéance déterminée chaque mois, chaque année, à un taux d'intérêt déterminé, 5%. Il est remboursable au moment d'une transaction, lors de la revente ou par les loyers qui sont perçus mensuellement ou trimestriellement, comme on veut, et avec un intérêt qui est variable, qui est la valeur du loyer ou la valeur du prix de revente. Donc on a un modèle de financement, le certificat immobilier, qui fonctionne bien avec la fondation, puisque la fondation, comme Pierre-Yves l'a dit tantôt, n'appartenant à personne, il n'y a pas d'associé, il n'y a personne qui peut capter en réalité, pour faire un peu court, la substance de ce certificat. Dernière chose avant de recéder la parole pour que vous ayez le temps pour vos questions, tout le modèle, ça introduit son sujet, la conditionnalité, tout le modèle de l'habitat groupé consiste souvent, si on veut éviter des conflits, à ce que l'une des parties puisse spéculer. Il n'y a pas pire que dans un habitat groupé, ça arrive, qu'on rentre dans le projet, et ça arrive pour des raisons humaines acceptables. Je me souviens de plein de projets où les gens sont arrivés, puis 6 mois après, ils divorcent, parce qu'effectivement, transformés ensemble, se mélanger ensemble, il y avait un rêve, mais il ne se réalise pas toujours. Ce qui est dangereux dans ces cas-là, c'est qu'à ce moment-là, la personne revend au prix du marché. Or, elle a eu l'immeuble souvent beaucoup moins cher, puisqu'on a divisé ensemble ce travail, on a travaillé en nature, on a fait ce qu'on appelle de l'autoconstruction, on a construit soi-même. Et donc, ce qui coûtait sur le marché 200, je l'ai acheté 100, mais je le revends 200. Alors les autres, ils tirent un peu la gueule, qui restent là en disant quoi et celui qui arrive et qui paye 200, il n'est pas très tenté de jouer dans le jeu, parce que lui, il a payé 200, et le précédent, il a payé 100. Donc cette tension naturelle entre celui qui reste et celui qui part, et celui qui rentre à un prix élevé, est souvent très désastreuse, abîme souvent considérablement le projet commun. Dans les CLT, c'est la même chose. Si les pouvoirs publics amènent
des impôts qu'on ne doit pas payer, de la TVA moins chère, amènent des terrains, amènent des subsides, on ne va quand même pas aller leur demander après de récupérer, c'est ce qui se passe parfois et qui est critiqué, de récupérer le prix de l'immeuble au prix du marché et de mettre dans sa poche de privé la plus-value. Donc le pouvoir public, il y avait 100, il apporte 100, le terrain, les impôts, voilà, et puis vous vous dites, 6 mois après je m'en vais, je mets 100 dans ma poche. Donc l'intérêt du modèle de fondation, du modèle d'habitat groupé, c'est d'essayer de réguler le prix de sortie. Soit parce qu'on le fixe, soit parce que plus souvent on régule la plus-value. On va empêcher que cette plus-value soit prise par quelqu'un de manière spéculative, simplement pour permettre au suivant de rentrer dans des conditions acceptables. Si j'ai acheté 100, qui étaient des conditions acceptables, et que je revends 200, non seulement il y a quelqu'un qui s'est mis 100 dans la poche, ce qui est un peu choquant, mais ce qui est surtout très choquant, c'est que le suivant, lui, il rentre à 200. Et que donc l'accessibilité du modèle, elle est brisée. Donc l'accessibilité, c'est une question philosophique, mais c'est aussi une question de mixité. Si dans un habitat groupé, vous n'avez pas de système de partage de plus-value ou de contrôle de prix, 15 ans plus tard, vous n'aurez que des gens, professions libérales, qui gagnent bien leur vie, parce qu'on sera au prix du marché. Et comme l'immobilier augmente, et que souvent les projets d'habitat groupé sont plutôt originaux et dans des bâtiments pas trop mauvais, hein, c'est rarement le pire des bâtiments, hein, c'est souvent mieux que la moyenne, souvent beaucoup mieux que la moyenne, donc ça attire, donc il faut régler les plus-values. Donc le modèle permet de capter une partie de la plus-value, ce qui a trop dit parfaitement la femme. Magnifique, hein. J'ai plus qu'à glisser. Effectivement, le modèle va permettre de capturer de la plus-value, mais aussi d'aider à l'acquisition. Il va aussi permettre, pour simplement lister les potentialités, d'introduire de la discrimination positive sur certaines situations plus pointues. Hein, et ici, à Montigny, je vois qu'il y a deux des fers de lance de ce projet qui sont dans le salle. Il y a aussi des projets qui vont permettre éventuellement à des personnes, on va pas rentrer dans le détail, mais qui peuvent être, comment je dirais, déterminé comme appartenant à un public qui peut, sous certains aspects, être sensible, que l'on va vouloir aider à travers la propriété immobilière, ou des personnes éventuellement simplement avec un revenu moindre, que l'on va vouloir encourager, ou des personnes simplement qui appartiendront à une catégorie qui est la catégorie de jeunes ménages d'une commune déterminée, que l'on va vouloir aider et que l'on va vouloir, comment dirais-je, encourager dans l'accès à la propriété. Eh bien, ce qu'un promoteur privé ne peut pas faire, à partir du moment où la fondation est une personnalité juridique qui ne peut suivre qu'une finalité qui est désintéressée, on va l'autoriser à le faire. En d'autres termes, on va lui permettre finalement de faire une balance d'intérêt qui est parfois plus délicat en disant ok, d'une certaine manière je vais introduire des critères d'accès à la propriété qui sont discriminants, mais comme la finalité que je poursuis est une finalité d'un intérêt majeur supérieur, eh bien on va accepter le principe de critères discriminatoires, je le répète, pour des raisons positives. Chose qui ne serait évidemment pas concevable dans le cadre d'une situation où le propriétaire du terrain, dans mon exemple, serait une société anonyme qui est là pour se faire de l'argent dans les opérations de mutation immobilière. Alors, ça va également nous permettre d'aider à l'acquisition et de capturer la plus-value à la sortie, c'est-à-dire que cette opération d'aide à l'achat et de reprise d'une partie de la plus-value à la sortie, dès lors qu'elle rentre dans la logique désintéressée de la fondation privée, elle n'est pas considérée non plus comme une donation qui va générer un impôt taxable. Simplement, on va dire, voilà, c'est une logique qui est hors économique. Et comme on est en dehors de la logique économique, mais que c'est une fondation qui, elle, ne le fera jamais que dans une finalité désintéressée, eh bien, on va lui permettre de le faire, alors qu'encore une fois, une personne physique ou une société privée n'aurait pas la possibilité de le faire. Donc, on a un instrument, quelque part, jamais vu, pour finalement créer des choses qu'on ne peut pas créer dans le marché immobilier traditionnel.